Alors on pourrait essayer de viser une exhaustivité de la comparaison entre société civile et fiducie, simplement en reprenant les termes de 2011. Puis on dirait, voilà, si on a un constituant, qu'est-ce que ce constituant par rapport à l'associé d'une société civile? Si on a un fiduciaire, quelles sont les prérogatives de ce fiduciaire par rapport à un gérant de société civile? On peut regarder en fait l'objet social d'une société civile par rapport au but déterminé qui serait écrit dans un contrat fiduciaire. Ce sont deux outils très différents a priori, mais qui finalement se ressemblent. La fiducie comme la société civile, ce sont deux contrats. Alors l'un avec la personnalité morale, la société civile, la fiducie sans personnalité morale, mais avec un patrimoine d'affectation. Si je résumais les choses, il y a une fiscalité qui est complètement neutre en matière de fiducie. C'est-à-dire le fait de mettre en place un contrat de fiducie n'engendre pas de conséquences fiscales. Alors quand je dis on n'engendre pas de conséquences fiscales, c'est essentiellement au regard des plus-values ou des revenus. Je reste, entre guillemets, moi, constituant, propriétaire du patrimoine au regard du droit fiscal, je continue à être imposé sur les revenus, alors que la société civile est, comme vous l'avez dit, une vraie personne morale. Le fait d'apporter un bien à une société civile peut déclencher de la plus-value. L'imposition des revenus va dépendre de l'associé de la société civile, enfin voilà. Donc il y a un peu moins de neutralité fiscale dans la société civile qui a une personnalité morale indépendante par rapport à la fiducie. En face du trust notamment, la France n'avait pas l'outil pour répondre à un certain nombre d'avantages que fournissait le trust. Le trust est aujourd'hui, je dirais, marginalisé en France, mais la fiducie a justement une place qui lui est offerte, pas contre la SCI, mais à côté ou avec la SCI. C'est important. Donc on peut avoir une optimisation. Mais on est bien sur un principe de neutralité fiscale. Neutralité fiscale au moment du transfert et du retour, et neutralité fiscale au moment de l'exploitation de la fiducie, c'est-à-dire quand elle fonctionne. On ne change rien aux règles de la fiscalité, simplement on répartit les charges entre le constituant et le fiduciaire. Ça n'a pas de changement au niveau des impôts. Est-ce qu'on peut comparer les deux outils entre la société civile et la fiducie dans cette optique de protection du patrimoine? Donc si je veux arriver à donner un cadre juridique à la gestion de mon patrimoine pour que mes enfants ne se retrouvent pas du jour au lendemain propriétaires d'un patrimoine sans l'expérience de la gestion, sans la maturité nécessaire, il faut que je passe par la structure sociétaire. Alors on parle beaucoup de société civile, mais ça peut être aussi une société commerciale, ça peut être une ESS. Mais il y a quand même des arrangements possibles avec la fiducie. Je dirais que, d'abord, en société civile, il faut comprendre aujourd'hui que le droit de retrait d'un associé est de plus en plus ouvert. Donc ce n'est pas une structure fermée, même si finalement elle a vocation à être définitive et fermée. Mais un associé peut se retirer pour des, on ne va pas dire pour des convenances personnelles, mais ça commence à ressembler à ça. Mais c'est une des limites de la société civile. C'est le droit de retrait qui est d'ordre public. C'est un sujet. Et c'est vrai qu'un enfant demande son droit de retrait, alors il ne l'obtiendra pas aussi facilement que ça. Non, ça doit être jugé, mais quand même, mais il peut l'obtenir. Il peut l'obtenir pour des raisons personnelles. Exactement. Donc, dans le cadre d'une donation, on peut imposer des charges et conditions. Donc, comme on peut imposer par exemple l'obligation d'apporter à une société le bien qui est transmis à l'enfant, on peut obliger l'enfant, au titre de la charge de la donation, d'apporter à une fiducie le bien pour un temps déterminé. Ça ne peut jouer sur le principe que sur la quotité disponible, mais il y a aussi une ouverture supplémentaire pour aller dans votre sens, c'est qu'aujourd'hui, un enfant peut signer ce qu'on appelle une renonciation anticipée à l'action-réduction, c'est-à-dire que même sur sa part de réserve, il pourrait accepter sur une partie de sa part de réserve qu'il y ait des charges et conditions. C'est tout à fait possible. La société civile est créée et qui, elle, va constituer elle-même la fiducie. Conséquemment, les parts de la société civile peuvent être données aux héritiers, libres apparemment de toute charge, sauf que en fait, la société dans laquelle ils vont être associés aura transféré son patrimoine dans une fiducie. Un schéma très intéressant, puisqu'en effet, je peux tout à fait transmettre à mes enfants des parts d'une société civile, je transmets les parts de la société civile compte tenu du pacte statutaire. Après, par définition, ils deviennent associés, donc ils adhèrent aux conditions du pacte statutaire. Et si la société civile a elle-même conclu un contrat de fiducie, ce qui est tout à fait possible, puisqu'on parle souvent d'une personne physique, mais une personne morale peut conclure un contrat de fiducie, si la société civile a elle-même conclu un contrat de fiducie sur une partie ou la totalité de son patrimoine immobilier ou financier, demain mes enfants deviennent associés de cette société civile, bien entendu, ils sont tenus par les engagements qui ont été pris par la société civile, et c'est, j'allais dire, le gérant ou les associés décisionnaires
au sein de la société civile qui vont décider de l'avenir du contrat de fiducie en accord avec le fiduciaire et ce qui a été déterminé. Donc en effet, c'est aussi une façon de permettre une fiducie transmission parce que je peux tout à fait constituer une société civile, laquelle société civile donne immédiatement après en fiducie son patrimoine qu'elle vient de recevoir par un apport et ensuite je transmets l'épargne de la société civile à mes enfants. C'est une vraie alternative. En fait, l'ingénierie juridique aujourd'hui permet de contourner, mais de toute façon tout à fait loyale, l'impact du décès et donc du terme anticipé de la fiducie. Et ça, c'est une mécanique relativement fiable, enfin relativement totalement fiable et peu coûteuse puisque la société civile n'est pas une mécanique qui coûte très cher. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. On a un tout petit peu amalgamé la fiducie, la proscription de la fiducie libéralité avec la transmission. Donc il faut revenir sur des fondamentaux. La libéralité, c'est la transmission d'un droit ou d'un bien sans contrepartie. Donc attention, on en a parlé, il y a des droits à respecter, notamment le droit des successions. Bon. Donc là, c'est clair. Mais la mise en place d'un contrat de fiducie, il n'est pas sans contrepartie. C'est vrai qu'il y a un transfert de propriété, c'est vrai qu'il n'y a pas de paiement, mais il y a une créance qui naît au profit du constituant. Il transfère un droit au profit du fiduciaire, en échange, il a un droit de créance. C'est le droit de créance qui est le droit de restitution. C'est la contrepartie de la fiducie. Et ça, c'est fondamental. Donc on n'est pas sur une libéralité. Le droit dont dispose le constituant de récupérer le patrimoine transféré peut lui-même quand même être transmis. Il peut le transmettre. Il transmet son droit de créance. D'accord, d'accord. Parce qu'il a un droit de créance. À partir du moment où la fiducie est constituée, il a un droit de créance puisque la fiducie se fait toujours en deux temps. Soit c'est retour à l'envoyeur, si j'ose dire, le constituant initial, soit c'est transfert sur le bénéficiaire. Et comme je disais tout à l'heure, le bénéficiaire pouvant être le constituant. Donc ça se fait toujours en deux temps, la fiducie. Si on évoque à présent le sujet de la gouvernance de la fiducie par rapport à la gouvernance de la société civile. Dans la société civile, on a un gérant, des assemblées ordinaires, extraordinaires. Pour la fiducie, on a l'impression qu'on a une grande page blanche. Le sujet qui est important, c'est que le fiduciaire, il est responsable. Et on ne sait pas très bien de quoi d'ailleurs, mais il y a une disposition du Code civil qui dit que le fiduciaire est responsable. Donc, alors qu'il y a plein de contrats où on ne précise pas, mais c'est sous-entendu, bien évidemment. Là, à partir du moment où il y a une responsabilité, le fiduciaire, d'abord, doit s'assurer expressément de ne pas fauter, parce qu'il est responsable. Deuxièmement, les fiduciaires ne sont que des professionnels, puisque l'activité de fiduciaire est réservée à des professionnels nommément désignés par le Code civil. C'est sûr que dans le gérant d'une société civile, je n'ai pas la contrainte et le statut du fiduciaire que je connais dans le Code civil. Comme on vient de le dire, le fiduciaire, c'est une personne nommément désignée qui doit avoir un agrément et qui doit être reconnue en tant que fiduciaire. Le gérant d'une société, ça peut être n'importe qui. Donc il n'y a pas, entre guillemets, le même degré d'exigence. Après l'article 2011, il y a l'article 2017 du Code civil, et c'est un article qui nous est cher à la PIFI, puisque c'est celui qui institue le tiers protecteur, c'est-à-dire une personne tiers qui va pouvoir assister le constituant et veiller à la protection de ses intérêts. Et là, on a deux textes, il y a le 2017 et le 2027. 2027, c'est la mission du tiers protecteur et les conditions de son encadrement ou de son changement. Il renvoie sur les pouvoirs du constituant. Donc le tiers protecteur, c'est le protecteur du constituant. Donc on lui donne des pouvoirs comparables. Le tiers protecteur, c'est un personnage important aujourd'hui dans la fiducie. Qui n'a pas d'équivalent dans la société civile. Qui n'a pas d'équivalent. Qui n'a pas d'équivalent dans la société civile. Alors dans la société civile, on peut toujours mettre un contrôleur, un conseil, mais il n'aura pas ce statut du tiers protecteur qu'on a dans la fiducie, c'est clair. Est-ce que vous avez un mot de conclusion que vous souhaiteriez apporter en plus de ce qui a été dit jusqu'à présent, Antoine? Les coûts. Les coûts, bien sûr, les coûts. Combien ça coûte? Il y a donc des charges, parce qu'il y a un back-office derrière qui est nécessaire pour faire tourner, comme on confie un mandat à un administrateur de biens, il y a un coût. Donc, la fiducie, elle s'avère coûteuse parce qu'elle génère un des coûts, mais elle ne s'avère pas forcément plus coûteuse qu'une organisation autre, voire une société civile, lorsque la société civile a une démarche dynamique. Bien sûr. Évidemment, si elle n'a pas de démarche dynamique, la société civile ne coûte pas grand-chose. On est bien d'accord. Si on est véritablement sur une gestion d'un patrimoine avec une véritable dynamique, une véritable perspective,
on fera appel à des professionnels et la société civile ne va pas prendre un gérant amateur. Donc nécessairement, elle prendra 1 ou 2 professionnels avec un contrôle. Donc il y aura aussi des coûts de fonctionnement. Après, ce qu'il faut, c'est en effet aujourd'hui arriver à démocratiser un petit peu cette fiducie. Je pense qu'il faut que nous y travaillions tous. C'est vrai que c'est un outil moderne. Et on voit bien que quand on introduit un nouvel outil dans le Code civil, il faut du temps pour qu'il s'adapte. Mais c'est vrai que la fiducie est un outil qui est beaucoup plus adapté à la gestion d'un patrimoine par un tiers que la société civile. Mais la société civile, aujourd'hui, permet quand même de répondre à des problématiques où la fiducie ne le permet pas. Mais on ne désespère pas qu'il puisse y avoir une démocratisation, et on est là pour en témoigner, une démocratisation de la fiducie demain. Merci à tous les deux pour vos interventions et ces échanges très libres et professionnels. Et puis je vous dis à tous à bientôt pour une prochaine vidéo et rencontre autour des sujets de la fiducie. À bientôt.